Ces innovations permanentes en mathématiques et dans les applications des mathématiques, elles se font grâce aux mathématiciens professionnels, bien sûr, mais aussi grâce aux enseignants, grâce aux étudiants, en particulier les doctorants. Et nous aurons la chance aujourd'hui d'entendre deux d'entre eux. Alors, la recherche est une aventure, et je veux donc remercier tout particulièrement les conférenciers qui ont accepté de venir parler aujourd'hui. Je veux remercier d'abord Madame André Ressman, d'être venu de l'Université Jules Verne à Amiens. Je veux dire que c'est un grand honneur de vous recevoir. Vous êtes à la fois une érudite de la science mathématique et je sais que vous en avez une vision non seulement très étendue, mais je dirais cohérente. C'est l'intérêt de la théorie des catégories. Et vous nous parlerez de vos travaux en biologie, enfin on pourrait dire en biologie mathématique, que d'une certaine façon vous inaugurez. Vous êtes venu aussi avec le livre consacré au système évolutif à mémoire. Donc on pourra consulter et acheter. Donc c'est un livre que vous avez, qui parle de vos travaux que vous menez en collaboration avec M. Van Boemersch. Et vous êtes également la directrice des cahiers de topologie et géométrie différentielle catégorique. Nous vous entendrons tout à l'heure en fin de matinée. Je voudrais remercier Patrick Iglesias-Zemmour, qui travaille au CNRS à Marseille et à Jérusalem. Il nous parlera de la diphéologie, qui est, disons, une extension des variétés différentielles, des variétés différenciables, une extension catégoriquement justifiée, on pourrait dire. Et donc nous serons là avec les travaux de Patrick Iglesias-Zemmour à la rencontre à la frontière entre la physique et les mathématiques. Alain Prouté, on est encore en mathématiques toujours, mais cette fois à la frontière de l'informatique, puisque tu fais, on va dire vous, même si on se tutoie dans la vie, mais bon, mais vous êtes, disons, vous appuyez vos travaux informatiques tout à fait appliqués et concrets sur ce Graal de la théorie des catégories que sont les topos, où se retrouvent géométrie, logique et catégorie. Et puis, je disais, deux doctorants, Nabil Rajdi, qui est en thèse chez EADS, et qui nous parlera d'un sujet, on peut se sentir tous concernés, hein, puisque, voilà, il s'agit de l'estimation de paramètres dans les systèmes complexes incertains. Alors ça, c'est la vie de tout le monde, hein, tout le temps. C'est la complexité d'avoir affaire à des systèmes incertains dont on a du mal souvent à estimer tous les paramètres. Hein. Et puis Pierre Dehornoy qui travaille en ce moment également à sa thèse sous la direction d'Étienne Guis à l'École normale supérieure de Lyon et qui nous parlera, je crois, de l'effet papillon ou d'autres effets. Voilà, d'autres effets de ce genre. Alors merci d'avoir accepté cette invitation et puis merci à vous tous qui êtes venus de vos universités ou il y a des industriels, nous avons même une psychanalyste parmi nous aujourd'hui. Bon, voilà. Alors merci à tous et donc alors j'ai utilisé 4 minutes. Bon, il m'en reste 16. Je vais commencer à partir de cette image. Le jeu de Go. Ça se joue à deux, hein, en fait. Bon, mais j'ai trouvé l'illustration sympathique. C'est un jeu de stratégie, un jeu de territoire, un jeu de frontières, et c'est un jeu où, pour vivre, il faut connecter ses pierres. Et cette notion de connexité et la notion de frontière, qui sont donc centrales au jeu de Go, montrent qu'il s'agit d'un jeu qui a un fort goût topologique. Et pourtant, c'est un jeu qui se déroule sur un graphe. Les sommets d'un graphe, un nombre fini de points, un nombre fini de pierres, il y a 2 joueurs, on joue chacun son tour, l'espace et le temps sont discrets. Et ce jeu a pourtant un goût de continuité, de topologie, il y a des influences à distance. Alors c'est peut-être ce contexte qui était favorable à s'interroger, pour moi, sur le traitement mathématique de la notion de connexité. Et donc, il y a 7 ou 8 ans, j'ai soudainement pris conscience d'une scission dans le traitement mathématique de la notion de connexité, entre, d'une part, la topologie générale, qui est plutôt donc
plutôt, hein, du côté de l'infini, de ce sentiment de continuité, et d'autre part, le discret, le fini, la théorie des graphes. Cette scission, bon, formellement, qui est une vraie scission, puisque les définitions sont tout à fait différentes, eh bien, conduisait à s'interroger sur la nécessité d'une unification. Comment unifier la connexité? Pas différentes, pour vous en parler. Elles ne sont pas différentes, oui, elles sont différentes quand même, on en reparlera. La connexité dans les graphes et la notion de connexité par topologie. D'accord, et donc il y a une intervention dans la salle, mais qui ne pourra pas être entendue parce que vous n'avez pas le micro. Je prendrai toutes les questions dans les 5 minutes prévues pour les questions, et encore après, pendant le cocktail, et toute la journée, on peut en discuter bien sûr. Et donc je maintiens que les deux définitions sont totalement différentes. Donc la question d'unifier la connexité, bon, l'idée est simple, hein, c'est de s'appuyer sur la propriété commune aux connexes dans ces différents contextes. Et la propriété fondamentale des parties connexes, que ce soit en topologie ou dans les graphes, eh bien, elle est très simple, c'est la suivante. Lorsque vous avez des parties connexes, plusieurs parties connexes, et que vous en faites l'union, eh bien cette union, vous voyez, elle n'est pas nécessairement connexe, mais si les parties dont vous faites l'union ont au moins un point commun, alors cette fois, l'union est nécessairement connexe. Donc voilà, la propriété fondamentale des connexes, c'est que l'union de parties connexes qui ont au moins un point commun est encore connexe. Pour réaliser cette unification de la connexité, il s'agit de prendre la connexité comme notion première, et à partir de quoi on va pouvoir définir des espaces connectifs. Définir un espace connectif, c'est quoi? C'est choisir les parties de l'espace qui vont être connexes. Alors on peut le faire tout à fait librement, à condition de vérifier la propriété fondamentale des parties connexes. Définir un espace connectif, en définir plusieurs, et finalement élaborer une théorie des espaces connectifs. Ça veut dire quoi, élaborer une telle théorie? Eh bien, on pourrait dire qu'élaborer une théorie des espaces connectifs, c'est explorer une catégorie des espaces connectifs, une ou plusieurs catégories d'espaces connectifs. Bon, c'est une définition un peu restreinte, mais c'est un bon point de départ, d'autant qu'il y a un rapport profond entre les catégories et les questions. Les catégories posent des questions fondamentales. Lorsqu'on aborde un nouveau concept, elles nous posent d'emblée un certain nombre de questions, pas forcément très compliquées, mais fondamentales sur les constructions qu'il sera ou non possible de faire avec les nouveaux objets que l'on veut considérer. Et puis, à propos des catégories, il y a une question qui se pose d'emblée pour cette journée, parce que tout le monde ne connaît pas, c'est les catégories, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais commencer par là. Donc, d'une phrase, voilà, la définition que j'ai trouvée, qui n'est pas une définition mathématique au sens strict, la définition intuitive que j'ai trouvée pour les catégories en une phrase, c'est de dire que les catégories sont une sorte d'analogue dynamique de la théorie des ensembles. Alors, comme tout le monde sait que les ensembles ont servi de fondement aux mathématiques au XXe siècle, en particulier dans l'entreprise de Bourbaki, ça suggère que les catégories pourraient être une nouvelle sorte de fondement, mais beaucoup plus dynamique. Les ensembles, tout le monde connaît, ou croit connaître, ce sont des objets, mais qui ont un côté statique. Or, ce qui est important, vraiment, ce sont les flèches. C'est les relations dynamiques qui se nouent entre les objets qui sont importantes, et c'est ce sur quoi les catégories mettent l'accent. Alors, mon schéma là n'est pas parfait parce que pour chaque objet, c'est-à-dire chaque point, il faudrait ajouter une identité. Chaque objet a son identité, qui est une flèche qui donne l'identité de l'objet, de sorte qu'en réalité, les objets, on pourrait à la limite les oublier pour ne garder que les flèches, puisque parmi toutes les flèches, il y a en particulier les identités qui correspondent aux objets. Alors, voilà quelques exemples de catégories. Vous voyez, la catégorie des ensembles, elle a pour objet les ensembles. Et entre les ensembles, eh bien, il y a des flèches qui sont ce qu'on appelle les applications entre les ensembles. Voilà, ici, j'ai représenté la catégorie des espaces topologiques. Les points roses, ce sont les espaces topologiques. Il y en a un peu plus que ça, hein, mais c'est pour donner une idée. Et entre les espaces topologiques, vous avez des flèches qui sont les applications continues.
vous montrer un exemple très différent de catégorie. Vous voyez que c'est très différent. C'est la catégorie de ce que j'appelle les graphes. Bon, alors il faudrait préciser exactement ce que j'appelle les graphes et la catégorie des graphes pour savoir exactement ce dont il s'agit. Il s'agit de graphes simples, non orientés, hein, avec des flèches ici qui sont des applications qui en fait préservent la connexité. Hein. Il y a plusieurs catégories de graphes. C'est celle-ci que je considère ici parce que, vous voyez, la catégorie des espaces topologiques, la catégorie des graphes, sont celles à partir desquelles je me suis posé, moi, la question des espaces connectifs. Alors, la catégorie des espaces connectifs, je vais en parler dans un instant, simplement je voudrais préciser avant qu'entre les catégories, il y a aussi des flèches, des espèces de métaflèches, qu'on appelle les foncteurs. Je pense que vous entendrez le mot foncteur plusieurs fois aujourd'hui. Et ces foncteurs, donc, expriment les relations qui se nouent entre les différentes catégories. Ce sont des espèces de moyens de transport entre les branches des mathématiques, dans la mesure où on peut aussi identifier les branches des mathématiques à certaines catégories. Donc si on s'intéresse à une nouvelle catégorie, par exemple la catégorie des espaces connectifs, on va en particulier se demander quels sont les foncteurs qui relient cette nouvelle catégorie à d'autres catégories déjà connues. Alors, zoomons sur la catégorie des espaces connectifs. Vous voyez, elle a pour objet des espaces. Vous voyez par exemple ici l'espace borroméen, hein, qui a 3 points seulement. Là, c'est un autre espace connectif. Et ici, un espace connectif comme ci, là, un espace connectif comme ça. Bon. Et entre les espaces connectifs, vous avez des flèches qui sont les applications entre espaces connectifs, qui sont définies comme étant donc, les applications qui préservent la connexité, c'est-à-dire qui ne déchirent pas les connexes. Alors, je vais donner des exemples. Déjà, peut-être un des exemples le plus simples, c'est pas le plus simple, hein, mais c'est un des plus simples, et en tout cas, il est très intéressant, c'est l'espace à 3 points. Il a 3 points, et les connexes sont d'une part chacun des 3 points, donc les 5 boutons, et d'autre part, l'ensemble des 3 est connecté. Mais par contre, 2 à 2, les points ne sont pas connectés. Alors ça vérifie bien la propriété fondamentale des connexes, et cet espace connectif, il a une propriété très intéressante, c'est qu'il ne peut être obtenu ni comme graphe, ni comme espace topologique. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau. Ça l'était pour moi au moment où je l'ai découvert. Par la suite, je me suis rendu compte que la catégorie des espaces connectifs avait été définie en 1983 par un mathématicien Burger. On découvre souvent que ce qu'on invente pour la première fois a déjà été fait par d'autres, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. L'innovation, c'est aussi la reconnaissance de l'histoire et la différence que peut apporter chacun par son propre chemin. Donc, quand on se rend compte qu'on n'est pas le premier, ben on continue quand même, et puis on finit par découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est ni un graphe ni un espace topologique. Et ça semble n'avoir été remarqué par personne, à vrai dire, ce point précis. Or, il est fondamental, ça veut dire que le point de vue connectif apporte quelque chose de réellement nouveau qui n'entre pas, en particulier, dans le cadre de la topologie générale. Je l'ai appelé, vous voyez, borroméen, cet espace à 3 points. La raison, c'est qu'il peut être représenté par l'entrelacs borroméen que vous voyez ici, qui a la propriété suivante. Vous avez 3 ronds de ficelle dans l'espace. Si vous coupez n'importe lequel des 3, les 2 autres se défont. Vous voyez que le vert passe toujours au-dessus du rouge, le rouge est toujours au-dessus du bleu, le bleu est toujours au-dessus du vert. De sorte que si vous coupez par exemple le vert, comme le rouge est toujours au-dessus du bleu, ils ne sont pas liés et effectivement ils se défont. Donc les 3 tiennent ensemble, mais 2 à 2 sont libres. Ça exprime bien la structure connective de l'espace borroméen à 3 points, et c'est une structure, donc, en tout cas l'entrelacs borroméen, qui a beaucoup intéressé Jacques Lacan. Une application connective. Alors je vous donne un petit exercice. Voilà, il s'agit d'imaginer une application connective qui soit définie sur une surface connective, imaginez l'écran, et qui soit à valeur dans l'espace à 3 points, l'espace des 3 valeurs rouge, vert, bleu, muni de la structure connective que je viens de décrire. Eh bien, ça veut dire quoi que cette application est connective? Ça veut dire que, par exemple, sur tout petit disque de la surface, qui est connexe, il doit y avoir un connexe de valeurs, c'est-à-dire soit une seule valeur, soit les 3 valeurs, rouge, vert et bleu, mais pas uniquement 2 valeurs. Donc sur chaque petit disque, il y aura soit les 3 couleurs, soit une seule couleur, mais jamais uniquement 2 couleurs. Bon.
Alors je précise, hein, parce que la structure connective de la surface n'est pas la structure du plan euclidien, il faut la modifier légèrement, mais voilà. Voilà un exemple de ça. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'un exemple de cette flèche aussi simple, enfin qui apparaît entre des objets connectifs parmi les plus simples, existe mathématiquement. Là, il s'agit des bassins d'attraction pour la méthode de Newton dans la recherche des racines cubiques de l'unité. C'est déjà un système dynamique. C'est un système dynamique discret. Et c'est intéressant de voir que pour représenter une flèche, pour illustrer cette notion de flèche, mais entre des objets connectifs très simples, eh bien, on est finalement assez naturellement conduit à faire appel déjà à des systèmes dynamiques. Alors, je ne rentre pas dans les détails de la description de la production et de la signification de cette image, mais vous pouvez noter ça déjà, la présence des systèmes dynamiques à ce niveau. Je reviens sur la façon... Pardon ? Quoi, 3 minutes ? Il me reste 3 minutes ? Ah bon, alors je suis très en retard. La représentation des espaces connectifs finis a été prouvée par Hermann Brune en 1892 comme réalisable dans tous les cas. En voici quelques exemples. Je ne parlerai pas de la notion d'ordre connectif, j'ai absolument pas le temps. Là, il s'agit d'illustration d'espaces connectifs, en particulier d'ordre 2, avec un borroméen de borroméen. Voilà l'espace tendu. Et je passe à la représentation d'espaces infinis. Eh bien, c'est tout à fait possible de représenter également des espaces qui ont une infinité de points, et on trouve des exemples très naturels. Par exemple, ici, vous avez un morceau de fibration de Hopf, qui apparaît d'ailleurs dans des systèmes mécaniques, par exemple le pendule sphérique linéaire. Eh bien, dans ce système, tous les cercles sont entrelacés 2 à 2. Et donc, c'est une représentation de l'espace connectif qu'on pourrait appeler grossier, totalement connecté. Même si la représentation géométrique en question n'est pas du tout grossière. L'effet papillon, dont Pierre de Hornoy va parler dans quelques instants, constitue d'une certaine façon une représentation d'un espace infini mais dénombrable, également totalement connecté. Alors comme il nous en parlera, ben, je peux passer très vite. Et j'arrive à la dernière partie de mon exposé, à savoir que les représentations dont j'ai parlé jusqu'à présent et qui font appel donc fréquemment au système dynamique, eh bien, ce système dynamique, si vous voulez, du point de vue des catégories, ça renvoie assez rapidement à la notion de feuilletage. Hein. Il y a eu notamment un article de Ribes en 1956 où les systèmes dynamiques sont introduits sur cette notion de feuilletage. Or, les feuilletages connectifs et les représentations connectives se révèlent du point de vue catégorique être dans des relations d'adjonction que je ne décris pas davantage. Mais vous voyez qu'il y a une relation très profonde entre représentation connective, système dynamique et feuilletage connectif. Alors qu'est-ce que c'est que les feuilletages connectifs? Voilà un exemple. Essentiellement, un feuilletage connectif, c'est la donnée de 2 structures connectives sur un ensemble de points. Par exemple, ici, vous avez une structure connective pour laquelle les composantes seront les différentes trajectoires, et une autre structure connective pour laquelle il y a une unique composante qui est le tore. La donnée des 2 structures connectives simultanément constitue le feuilletage. Alors, les systèmes dynamiques connectifs, qui est l'objet de cet exposé pour lequel j'ai sous-évalué mon temps, il me reste 2 minutes plus les 2 que je grappille, ça fait 4. Disons que je me suis rendu compte que j'avais besoin quand même de réfléchir à la notion de temps. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, un peu partout dans les séminaires, catégories, physique, philosophie, enfin tout le monde parle du temps en ce moment, essentiellement pour dire, bon d'accord, il n'en reste plus grand-chose, qu'est-ce qu'il en reste quand même? Pour moi, du point de vue connectif, il en reste essentiellement des monoïdes connectifs. Et pour chaque choix d'un monoïde connectif, qui est un monoïde dont je n'explique pas ce que c'est, disons qu'il y a une loi de composition interne qui n'est pas forcément commutative, mais qui doit être associative, et puis il y a une structure connective là-dessus. Pour chaque monoïde connectif, on obtient une catégorie de systèmes dynamiques particuliers, au sein desquels, bon, mes systèmes dynamiques ne sont pas forcément déterministes, au sein de ces systèmes, il y a ce qu'on peut identifier comme étant des temporalités qui seront des systèmes dynamiques déterministes.
Je passe très rapidement, je vous donne quelques exemples de types de temporalité liés à ces différents monoïdes. Le temps cyclique, vous voyez Z sur 12Z ici avec les signes astrologiques correspondants. Le temps qui bifurque, j'ai mis cette citation de Borges dans le jardin au sentier qui bifurque, dans lequel il parle effectivement de bifurcation du temps, il précise bien, non pas de l'espace, mais du temps. Et puis le temps classique qui va me permettre de parler de mes derniers exemples dans cette présentation, en revenant avec la question, les structures proprement connectives, les structures browniennes, borroméennes, existent-elles dans la nature? Eh bien, vous voyez qu'on les trouve par exemple dans une dynamique discrète aussi simple que ce qu'on appelle les rotations irrationnelles, qui consistent simplement à construire des suites en faisant un angle qui est dans un rapport irrationnel avec un tour complet, ça donne des suites denses. Chacune de ces suites denses est une orbite ou une feuille. L'espace des feuilles va être muni d'une structure connective qui va se révéler brownienne et donc absolument pas topologique. De même, dans les systèmes hamiltoniens intégrables, lorsque vous avez des tors non résonants, eh bien, les orbites sur chacun de ces tors vont être denses, et en choisissant correctement, il y a plein de façons de choisir les structures connectives en question, mais en choisissant correctement les structures connectives, on voit apparaître également des structures browniennes, c'est-à-dire une infinité continue de feuilles qui sont connectées, mais dès que vous retirez une des feuilles, tout le reste se défait. Je conclus avec cette structure universelle découverte par Grist en 1997, qui représente l'espace de toutes les structures connectives finies. Si vous faites l'union disjointe de tous les espaces connectifs finis, ben vous pouvez encore représenter ça par un système dynamique qui tient donc dans une équation différentielle tout à fait finie. Et voilà, juste là, un nœud, d'ailleurs peut-être trivial, je ne sais pas, de ce système de Grist. Donc pour résumer, je dirais que de la faille entre continu et discret surgissent des espaces nouveaux, hors de la topologie générale, des espaces browniens et même lacaniens. Question, ces espaces existent-ils dans la nature? Alors, pour les espaces finis comme l'espace borroméen, on a pu synthétiser des molécules borroméennes depuis les années 2000. Plus récemment, au niveau du noyau atomique, avec le carbone 22, on a également trouvé ce genre de structure. Mais pour ce qui concerne des espaces connectifs infinis, ben, vous voyez, je vous ai donné quelques exemples un peu élémentaires, sauf celui de Grist, qui n'est vraiment pas élémentaire du point de vue connectif. Hein. L'effet papillon, c'est pas du tout élémentaire, mais d'un point de vue connectif, ça n'est pas compliqué. Mais on les découvre, ces structures proprement connectives, dans les feuilletages connectifs des systèmes dynamiques discrets, continus, et de bien d'autres types de systèmes dynamiques. Voilà, vous trouverez quelques références ici, et ben, j'ai fini, je vous remercie.